à cette journée de formation. C'est pour moi un plaisir d'intervenir devant vous, tant je sais la sincérité et la vigueur militante qui vous animent, au point que vos fédérations sont à bien des égards des fédérations exemplaires. Tout cela augure le meilleur de nos victoires futures et contribue partant à donner foi à l'avenir de la France. J'ai notamment suivi, et ce avec beaucoup d'intérêt, quoique à distance, la campagne que vous avez menée pour les municipales à Lyon. J'en retiens, outre vos bons résultats, votre beau slogan « Lyon, notre identité », et c'est pourquoi je voudrais ici, à Lyon, débuter mon propos par quelques réflexions sur l'identité, réflexions que j'articulerai à la présentation du collectif Racine, qui a déjà été évoquée, et à celle des synergies qui nous unissent avec le collectif Marianne, que vous présentera ensuite David Masson-Veil. Si j'aborde la question de l'identité, c'est aussi parce qu'elle conduit tout droit à la raison d'être de nos deux collectifs et, au-delà, polarise le sens même de notre engagement commun, celui qui est le nôtre, collectif Racine et Marianne, donc, et tout autant celui qui est le vôtre au Front National de la Jeunesse et qui nous réunit tous au sein du Front National et du Rassemblement Bleu Marine. Il importe de concevoir l'identité et sa légitime défense du point de vue des rapports nécessaires qu'elle entretient avec la nation comme cadre et avec la République comme forme politique, ne serait-ce que pour échapper aux fausses divisions ou aux clivages artificiels dans lesquels il serait à tout point de vue dommageable de tomber, et précisément de sorte à déjouer le risque des pièges grossiers que certains médias ont pu devoir entendre récemment. Je voudrais partir de ce qui nous rassemble tous, nous unit dans notre combat commun, et ce qui nous unit tous, ce que nous combattons, notre ennemi commun, nous le désignerons sans peine, c'est le mondialisme. Le mondialisme, c'est cette idéologie qui oriente autant qu'elle accompagne le phénomène majeur de notre monde contemporain, la mondialisation. La mondialisation est un phénomène déjà ancien. La première mondialisation fut celle qui, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle et jusqu'à la Grande Guerre, s'organisa principalement autour de l'Empire britannique. À cette époque, le commerce s'internationalise, les pays développés investissent massivement en direction des pays en voie de développement et plusieurs dizaines de millions d'Européens s'installent dans le Nouveau Monde. Mais si l'aspect sans doute le plus visible que revêt la mondialisation est celui du marché des biens comme des services, du travail comme du capital qui se planétarise, elle ne se réduit pour autant pas à un phénomène économique. Le marché, certes, remodèle les systèmes politiques, mais en retour, il ne peut fonctionner en dehors du politique. En effet, la mondialisation, le marché mondialisé, sape les formes politiques héritées de la tradition et de l'histoire, celles de l'État-nation en particulier, en impulsant la mise en place de formes politiques supra-étatiques, des unions de type fédératif qui consacrent de nouvelles hégémonies mondiales, apparaissent alors, lesquelles, en retour, nourrissent et irriguent la mondialisation. Celle-ci, on le voit donc, n'est nullement compréhensible du seul point de vue économique, elle constitue un phénomène, pour ainsi dire, géopolitico-économique. D'un point de vue strictement économique, cependant, la mondialisation que nous connaissons correspond à une nouvelle forme de capitalisme, le capitalisme financier mondialisé, dont la principale caractéristique réside dans l'extraordinaire montée en puissance des marchés financiers, initiée au milieu des années 80 à Wall Street. Ainsi, la valeur des titres cotés en bourse a-t-elle cessé de refléter la situation réelle des entreprises et des économies. Le divorce entre économie réelle et économie financière était prononcé, divorce si lourd de conséquences, puisque permettant cette fuite en avant vers le profit financier et spéculatif pour l'actionnaire, en distorsion complète avec les économies réelles. Mais, je le soulignais, la mondialisation ne pouvant pas être appréhendée à partir du seul prisme de l'économie, il importe de mesurer que le capitalisme financier mondialisé constitue une rupture par rapport à la forme précédente de capitalisme, lequel était ordonné pour sa part à la nation. En effet, antérieurement à la dictature des marchés financiers que nous connaissons, les profits des entreprises contribuaient au moins directement à la puissance nationale. Si bien que la mondialisation financière, dès lors qu'on se soumettait à sa toute-puissance, a inéluctablement déplacé le pouvoir économique effectif des entreprises classiques vers les multinationales et des nations vers un horizon déterritorialisé où le politique n'a de prise sur l'économie qu'à la marge. C'est pourquoi les États, à mesure qu'ils subissaient la mondialisation en consentant à l'affaiblissement de la puissance publique face au marché financier, se sont-ils trouvés toujours plus limités dans leur capacité d'action économique, avec des conséquences de cette limitation dans les domaines fiscal et social en particulier,
de sorte que toute tentative de régulation contraire aux intérêts financiers se trouve immédiatement sanctionnée par la fuite des capitaux et la délocalisation des pôles de production avec la misère sociale que l'on sait. Mais si la mondialisation est un fait, un donné dont je viens de tenter brièvement de décrire les traits constitutifs, notre combat politique doit être un combat, nous en conviendrons ensemble, contre le mondialisme, c'est-à-dire contre cette idéologie qui nourrit, accompagne et amplifie le phénomène de la mondialisation. Le mondialisme est cette idéologie qui, par consentement du politique à sa propre relégation face à la logique socialement délétère de la finance internationale, prétend imposer aux peuples et aux nations la dictature de la finance. Le mondialisme est cette idéologie qui persuade et convainc de ce que les formes politiques héritées de l'histoire sont vouées à une recomposition sans précédent, impliquant tout particulièrement la révocation des États au profit de structures supra-étatiques. Le mondialisme est cette idéologie qui insuffle dans les esprits l'illusion de ce que la mondialisation serait le sens même de l'histoire, l'horizon indépassable de l'humanité, que l'attachement à la nation, à la patrie, relèverait de cette inadaptation au monde tel qu'il va et de ces archaïsmes qu'il faudrait à toute force solder, que l'individu humain n'aurait qu'un destin qu'il lui incomberait de pleinement accepter, celui d'exister hors sol, sans identité, tel un pur apatride, y compris dans son propre pays. De n'être, en somme, plus que ce citoyen du monde qui, à l'instar des contre-héros de l'époque, tel la star du showbiz ou le businessman, toujours entre deux avions, n'a de patrie que le terminal d'aéroport et l'ordinateur portable. Cet individu, atomisé et flottant, sans identité ni attache, hormis sa soumission au consumérisme généralisé. Cet individu, enfin, si bien décrit par Lipovetsky au moment même où la mondialisation financière commençait à battre son plein, qui ne se reconnaît plus dans aucune appartenance collective, tant il est programmé à calculer égoïstement et froidement ses intérêts propres. À ce titre, l'étudiant à l'école de commerce, à qui l'on a si soigneusement parfois inculqué que les challenges professionnels qu'il devrait relever exigeraient de lui qu'il soit pleinement mobile, prêt à être partout dans le monde chez lui, cet étudiant subit les mêmes ruses du marché mondialisé que le bon people fuyant la misère de son pays d'origine en quête d'un improbable Eldorado. Car au flux des biens et des services, comme des capitaux, doivent bien sûr aussi répondre les flux humains, les uns nourrissant les autres et réciproquement. Même si d'ailleurs cela semble devoir irrémédiablement échapper à l'extrême gauche immigrationniste et sans-papialiste. Ainsi, l'immigration forcée et massive répond-elle à cette double exigence de la mondialisation? Fournir le marché mondialisé du travail en main-d'œuvre peu coûteuse, en maintenant le coût du travail au niveau le plus bas, et produire de l'intérieur, par submersion démographique, la dissolution de l'unité des peuples et de l'identité collective des nations. Et l'idéologie mondialiste, ici encore, accompagne et nourrit le phénomène de la mondialisation. Elle se décline et agit en l'espèce sous le masque de l'antiracisme, caution morale de l'immigration de masse exigée par le marché mondialisé et en autorisant l'expansion sans terme. Cette immigration massive qui, outre son coût social exorbitant, implique par l'inéluctable montée des communautarismes qu'elle alimente, l'ethnicisation de la société en dissolvant l'égalité, l'unité républicaine et l'identité de la nation. Eh bien, nous, pour notre part, nous combattons cette idéologie retorse et délétère qu'est le mondialisme, et nous lui opposons notre attachement sans faille à l'unité et à l'identité des peuples. La croyance inaltérable dans l'avenir des nations, et parce que nous sommes des patriotes français, une foi inextinguible dans l'avenir de la France. Non, la mondialisation destructrice des peuples et des identités n'est pas la fin de l'histoire. Non, ce n'est pas être passéiste que de revendiquer les identités. Non, les nations ne sont pas mortes. Non, l'État n'est pas une forme politique appartenant au passé, bien au contraire. Sans la nation que notre histoire de France a unifiée par la construction de l'État, il ne saurait y avoir de salut face à la tyrannie mercantile mondiale et à la finance internationale qui fragmente et broie l'identité de la nation. Et c'est pourquoi l'identité que nous devons défendre est l'identité de la France comme nation, cette identité qui est le produit de notre glorieuse histoire et dont la forme moderne est la République. L'on ne peut qu'infiniment respecter le sentiment d'attachement charnel à telle ou telle région, à telle ou telle province historique. Les revendications en faveur du réenracinement local et de la défense des identités subnationales
sont parfaitement compréhensibles et estimables, à plus forte raison sur fond de ce renoncement de l'État à protéger l'identité nationale et sur fond également d'indifférenciation mondiale. Mais il est impératif d'articuler la revendication de ces identités à la défense de celle qui a politiquement tout son sens, c'est-à-dire l'identité nationale. Car se dire breton ou catalan, par exemple, tout en omettant de se réclamer de l'identité nationale, c'est sans toujours en prendre la mesure, certes, participer à la destruction de la nation française telle qu'exigée par la mondialisation et organisée par cette entité mondialiste qu'est l'Europe des régions voulue par Bruxelles. Aussi, le niveau d'identité dont la défense doit orienter et justifier notre engagement et notre combat politique est-il donc celui de l'identité nationale? Car la nation, à plus forte raison lorsqu'elle est politiquement organisée par un État unitaire, ce qui est par tradition française le cas, constitue le seul véritable contrepoids à la mondialisation. Notre identité, celle que nous devons inconditionnellement défendre, est donc l'identité nationale. Cette identité indissolublement liée à celle de la France comme nation, d'une nation comprise et vécue telle que théorisée par Renan dans sa célèbre conférence de 1882, comme principe spirituel à la fois enraciné dans l'histoire et inscrit dans un présent ouvert vers l'avenir, à la fois possession en commun d'un legs de souvenirs et volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. C'est pour